Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance et nous accueillons tout de suite Éric Galliègue. Éric est président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Éric, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Vous allez nous éclairer sur les principaux faits macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques de cette semaine pour qu'on puisse comprendre quel est leur impact sur les marchés. Avant d'aborder l'actualité macro-micro, quel est le bilan de cette semaine, Éric ? Le bilan est négatif, même si on a un rebond technique ce matin, qui est assez important, puisqu'il porte sur plus de 1%, mais globalement, on a perdu 4, on va dire 3% cette semaine environ, entre les États-Unis et l'Europe. Et surtout l'euro. L'euro a rechuté de 2%, puisqu'on le retrouve quasiment au plus bas depuis le début du mois de mars, et à 1,08, 1,09, entre 1,08 et 1,09. Donc ça, c'est peut-être le phénomène le plus important, enfin un phénomène important sur le bilan hebdomadaire donc, de cette semaine. On va passer à l'actualité, Éric. L'actualité, on part en Chine, d'abord dans un premier temps, où on a remarqué que l'activité est reculée un peu et pénalisée par le regain des cas de Covid, et donc finalement l'impact que ça a sur la demande, finalement. Alors la Chine est en échec dans sa stratégie sanitaire, d'abord parce que la stratégie vaccinatoire ou vaccinale, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. L'activité vaccinale. Voilà, a été un échec total, puisque donc le vaccin chinois ne marche pas, parce que les Chinois n'ont pas voulu importer le vaccin américain, et donc la vague Omicron a fait des ravages. Et donc dans l'application de la logique donc zéro Covid, c'est un échec en fait. Des villes complètes qui sont fermées, donc des confinements généralisés qui portent sur des dizaines de millions de personnes. Et donc ça explique pourquoi donc cet indicateur avancé, donc l'indicateur PMI, a baissé à 42, ce qui est une baisse importante en valeur absolue et relativement aux anticipations. Donc c'est une vraie mauvaise nouvelle. Ça montre que la Chine est en train d'affronter un ralentissement très marqué. Qui vient un peu, perturber le cycle économique d'une façon supplémentaire par rapport donc, à ce qui se passe par ailleurs. De la Chine, on va en Europe, la zone euro qui, donc pareil, publication de PMI qui sont plutôt de bonne facture, du coup, Éric. Alors oui, c'est vrai qu'on regarde beaucoup ces indicateurs PMI parce qu'ils sont mis à jour chaque mois, parce qu'ils sont globaux, on les retrouve sur toutes les zones géographiques, ils sont pratiques. Après, ce sont des sondages d'opinion, on le sait bien. C'est ça, ça représente l'opinion des directeurs d'achat. Ce sont des données molles, ce n'est pas des données dures. Les données dures, elles se sont bien sûr inversées, elles sont un petit peu retournées. Les données molles, qui sont importantes parce que la psychologie des acteurs de l'économie est très très importante pour la croissance. Donc on a été agréablement surpris, effectivement. On a été surpris par ces chiffres qui sont meilleurs qu'attendus et manifestement on a l'impression que les déconfinements totaux qui ont été réalisés relativement récemment dans certains pays européens ont surcompensé l'impact négatif de l'Ukraine en termes au moins de la psychologie, puisque à nouveau on parle de données molles. Donc ceci était plutôt une bonne surprise et donc un point favorable, positif pour l'analyse de l'actualité. Même si quand on lit les données, les communiqués qui sont publiés à la suite de ces annonces, on lit quand même que les secteurs d'analyse, les cabinets d'analyse qui les observent et qui les pondent ne sont quand même pas très confiants pour la suite, pour le futur. C'est à l'instant T, ça présage pas de ce qui va se passer dans 12 mois en fait, en réalité, ces PMI. C'est un flash, c'est une photographie instantanée qui est prise de la psychologie, dont on sait qu'elle est très volatile, bien sûr. Donc la psychologie, elle peut se retourner complètement, on le sait bien, et pour l'économie, comme pour les marchés, mais aussi pour l'économie. Alors, on est, vous le savez, on est à moins de 2 jours du premier tour des élections présidentielles en France, et les derniers sondages mettent en avant ce que l'on qualifie du risque Le Pen, c'est-à-dire la réduction de l'écart entre Emmanuel Macron, président sortant, et la candidate frontiste, la candidate RN, Marine Le Pen. Et ça constitue un risque, on l'a noté sur l'évolution des taux souverains français. C'est évidemment un point négatif, j'imagine. Oui, il faut le citer. On ne pouvait pas ne pas le citer, effectivement. On a le sentiment que la remontée progressive de Madame Le Pen dans les sondages, effectivement, fait penser que la réélection du président actuel ne sera pas si facile que ça. Donc voilà. Mais
Voilà, 48-52 ou selon les derniers, 47-53, oui, 48-50. j'ai entendu 47-53 ce matin. Enfin bon, je pense que de mon point de vue, c'est un risque, mais ça restera un risque qui ne se réalisera pas, je pense. Oui, vous pensez qu'on va assister à un sursaut républicain, une espèce de front qui se construira comme on l'a vu en 2002, comme on l'a vu en 2017, un barrage qui se fera face aux idées nationalistes, en fait, en réalité. Oui, très très probablement. Ouais, c'est possible. Mais donc ça constitue un risque. En tout cas, c'est un risque évident. Oui, parce que le programme de Marine Le Pen est défavorable pour certaines entreprises. Il y a des nationalisations, et puis bon, on se demande toujours si elle aura les équipes nécessaires pour. Donc ça crée un chamboulement considérable, alors que, bon, effectivement, M. Macron est quand même très pro-entreprise, il est considéré comme le plus pro-entreprise des candidats. Donc c'est pour cela que c'est un élément plutôt négatif cette semaine. Plus négatif cette semaine. On va parler maintenant de la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine qui a publié les minutes de sa réunion des 15 et 16 mars dernier, dans lequel on apprend que, alors déjà, elle regrette de ne pas avoir relevé les taux plus forts, plus vite, et surtout que maintenant, désormais, elle va être très agressive. Du coup, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est négatif, j'imagine. C'est évidemment négatif. On a expliqué une bonne partie de la hausse des dernières années par l'attitude des banques centrales. On ne peut pas aujourd'hui ne pas changer d'avis en fonction donc de cette modification de la politique monétaire. Donc, on fait une normalisation, on se rend compte qu'on est dans une restriction de monnaie qui va se mettre en œuvre. Et donc, la L. Brainard, qui est la future vice-présidente de la Fed, a complètement changé de fusil d'épaule. Donc c'était une colombe qui est devenue faucon, comme on dit. Elle a exigé ou annoncé qu'il était vraiment nécessaire que la baisse du total bilan de la Fed soit de 100 milliards par mois dans les prochains mois. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose d'assez nouveau. Non seulement les taux vont monter 50 points de base dans les prochains FOMC, mais en plus, la Fed va vendre du papier sur le marché. Elle va être vendeuse nette de papier sur le marché. Ça, c'est un élément important et bien sûr négatif. Et bien sûr négatif. Dans cet environnement, quelles sont vos recommandations quel est votre bilan de la semaine, Eric? Le bilan de la semaine est à nouveau négatif, malheureusement. On cherche des éléments positifs, mais ça dure longtemps et on ne trouve pas. Et donc, oui, -2 à nouveau. -2 cette semaine, ce qui, donc, d'après l'application de notre méthodologie, vient augmenter d'autant la probabilité donc, du scénario stagflationniste, qui est le scénario néfaste pour les marchés, à l'opposé donc, de la réduction de la probabilité de réalisation du scénario de l'hyperliquidité, qui, bien sûr, est un peu moins probable aujourd'hui. Ok, très clair. Dans cet environnement, avec cette vision-là, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors nous, on considère toujours, comme c'est le cas depuis plus de 6 mois, que les marchés d'actions sont sur un petit nuage, que c'est lié à cette fameuse hyperliquidité qui est encore opérationnelle, en tout cas en Europe, puisque la BCE achète chaque semaine encore des milliards d'euros d'actifs financiers sur le marché. Donc c'est pour cela que nous considérons donc, que le marché a un potentiel de baisse qui est important et que bien sûr ça ne se fait pas instantanément. Il y a des rebonds techniques comme on l'a vu du 7 mars jusqu'au 4 avril et puis aujourd'hui ce matin encore un petit peu. Mais globalement on va vers on va remettre les pendules à l'heure par rapport à ce contexte général. Je ne vais pas y revenir, mais qui est quand même très néfaste, très négatif pour les actions. Pour les actions. Et donc nous, on serait plus à l'aise avec un CAC qui serait 1000 points en dessous. C'est ça, donc à 5000, là vous mettez 5009, et donc ce serait 5005 en gros, si on part... Oui, pour être une pondération normale sur les actions, il faudrait être à 5005. 5005. Non mais vous avez raison, de toute façon, Eric, fondamentalement, il y a quand même très peu de données dures qui nous expliquent que potentiellement le CAC pourrait se conforter dans une tendance haussière les prochains mois. Il n'y a aucune raison fondamentale en fait. Là, il n'y a strictement rien. Strictement, on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Je vous remercie beaucoup Eric pour vos éclairages, vos analyses et votre intervention. Je rappelle qu'on vous retrouve toutes les semaines sur notre plateau et que vous êtes président de Valcan Expertise. Merci beaucoup Eric. On marque une pause et on se retrouve pour la suite et la fin de votre live de TV Finance. À tout de suite.